Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre et merci d'être ici. Assurez-vous d'être abonné à World Affairs and Context sur Substack ou Patreon pour accéder à plus de contenu exclusif. Il ne faut qu'une seconde pour s'abonner, il suffit de suivre les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rester connecté. Les gros titres donnent une impression très dramatique. Kevin Walsh à la Réserve fédérale en tant que nouveau président, marquant la fin de l'ancien ordre et une réinitialisation complète de la politique monétaire américaine. C'est ce qu'on entend. Mais si l'on met de côté le bruit ambiant, ce dont il est réellement question ici, ce n'est pas d'une révolution. C'est une transition encadrée. Et comprendre la différence est important, car les attentes elles-mêmes contribuent à façonner notre manière de réagir à ces changements. Alors, prenons le temps de ralentir un peu et d'examiner 3 points. Premièrement, qui est réellement Kevin Walsh? Deuxièmement, ce que le président de la Réserve fédérale peut et ne peut pas faire. Et troisièmement, ce qu'une Réserve fédérale dirigée par Walsh signifierait concrètement pour l'économie américaine et pour le dollar américain. Kevin Walsh n'est pas un outsider politique parachuté pour bouleverser la Fed. Il fait pleinement partie de l'establishment financier américain, et ce depuis longtemps. Il a été gouverneur de la Réserve fédérale de 2006 à 2011, ce qui signifie qu'il était en poste durant l'une des périodes les plus déterminantes de l'histoire financière moderne. Pendant la crise de 2008, Walsh a été l'un des principaux intermédiaires entre la Fed et Wall Street, sous la présidence de Ben Bernanke. De toute évidence, ce rôle est important. Walsh comprend comment les marchés fonctionnent sous tension, sous pression, et il sait comment la liquidité peut se figer spontanément. Il comprend également à quelle vitesse la confiance peut s'évaporer lorsque la mécanique financière se dérègle, comme c'est le cas aujourd'hui. Il a soutenu des mesures d'urgence pour stabiliser le système pendant la crise financière de 2008, pour être précis. Mais voici la nuance souvent oubliée. Il est vrai qu'il a soutenu ces mesures, mais en même temps, il se sentait de plus en plus mal à l'aise face à l'ampleur et au caractère permanent que prenait le bilan de la Fed. Déjà à l'époque, Walsh s'inquiétait des conséquences à long terme d'une expansion monétaire trop agressive. Et il a mis en garde contre les risques d'inflation, les bulles d'actifs et la distorsion des signaux du marché. Ces désaccords avec la politique de l'ère Bernanke ont finalement conduit à son départ du Conseil des gouverneurs. C'est une nuance intéressante que peu de gens semblent se rappeler ou même vouloir aborder aujourd'hui. En d'autres termes, Walsh n'est pas opposé à l'intervention, il est opposé à l'intervention permanente. Ainsi, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui et que l'on examine ses préférences en matière de politique économique, elles sont assez cohérentes avec l'histoire que je viens de vous résumer à grands traits. Des hausses de taux plus rapides. Si l'inflation ralentit clairement, c'est quelque chose qu'il va favoriser. Une réduction plus agressive du bilan de la Fed figurera probablement aussi à son programme. Un assouplissement de la réglementation bancaire, oui, cela risque fort de se produire également, et une insistance plus marquée sur la croissance économique et la productivité plutôt que sur un soutien constant des marchés financiers. Mais c'est là que, selon moi, beaucoup de commentaires se trompent. Le président de la Fed n'est pas un dictateur monétaire. Même si Walsh est nommé, ce qui n'est d'ailleurs pas garanti à ce stade, il ne peut pas simplement entrer à la Fed et réécrire la politique monétaire américaine par décret. Il ne peut pas faire cela, même si Trump le lui demande, car l'ensemble du système de la Réserve fédérale ne fonctionne pas vraiment de cette manière. D'abord, il y a bien sûr la politique. La confirmation n'est pas une simple formalité.
La commission bancaire du Sénat joue le rôle de gardien, comme vous le savez très bien, mais les républicains n'y détiennent qu'une faible majorité. Je crois que c'est 13 voix contre 11. Les démocrates sont donc déjà unis contre Walsh et ils ne vont pas lui faciliter la tâche. Et même un républicain, le sénateur Thom Tillis, si je ne me trompe pas, a déjà déclaré qu'il ne soutiendrait aucun candidat à la Fed tant que le ministère de la Justice poursuivrait une enquête criminelle sur l'actuel président Jerome Powell. Cela, à lui seul, pourrait paralyser la commission. Et ce n'est pas seulement une hypothèse d'ailleurs. Nous avons déjà vu des blocages procéduraux similaires par le passé. Par exemple, le sénateur Tommy Tuberville a effectivement gelé les promotions militaires au Pentagone pendant près d'1 an en utilisant des tactiques comparables. Ainsi, la nomination de Walsh n'est pas encore acquise, loin de là. Mais même en supposant qu'il soit confirmé, ce qui est probable, les contraintes structurelles ne disparaissent pas pour autant. La Réserve fédérale est une institution collégiale, ce qui signifie que les décisions de politique monétaire sont prises par le Comité fédéral de l'Open Market et non par le président de la Fed lui-même. Et cela inclut le Conseil des gouverneurs ainsi que les présidents des banques régionales de la Réserve fédérale. Le président donne le ton, certes, et il influence les priorités, mais il ne peut pas fixer unilatéralement les taux d'intérêt. Il ne peut pas, à lui seul, lancer ou arrêter le resserrement quantitatif. Il ne peut pas réécrire les réglementations bancaires de son propre chef. Et tout changement significatif nécessite en réalité un soutien majoritaire, un consensus interne et bien sûr du temps, une quantité importante de temps. Il faut également se rappeler qu'avec les élections de mi-mandat qui approchent, la question du calendrier devient de plus en plus importante. Et elle devient plus révélatrice de ce à quoi nous pourrions nous attendre en 2028. C'est pourquoi le scénario le plus réaliste ici n'est pas une rupture brutale, mais plutôt un ajustement progressif de la politique de la Fed. Une trajectoire plus fluide, si l'on veut, plutôt qu'un précipice politique. Si, par miracle, l'inflation ralentissait, ce qui est peu probable, nous le savons, et si la croissance économique restait relativement stable, une réserve fédérale dirigée par Walsh se dirigerait probablement plus rapidement vers une baisse des taux. Je ne pense pas que quiconque en doute à ce stade. Les coûts d'emprunt diminueraient plutôt dans ce scénario, et bien sûr, cela impliquerait un style de direction plus prudent à l'avenir. En même temps, Walsh chercherait sans doute à réduire plus vigoureusement l'excès de liquidité sur les marchés financiers en diminuant la taille du bilan. Et cela irait à l'encontre de ce que fait actuellement la Fed. Car comme vous le savez, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, le bilan de la Fed a commencé à s'élargir. Elle est en train de s'étendre à mesure que nous parlons, ce qui signifie que la Fed injecte actuellement de la liquidité dans le système financier. Cette combinaison est très importante. Cela signifie un crédit moins cher, mais un environnement moins spéculatif. C'est en réalité une tentative de stimuler l'économie réelle sans raviver le type de bulles d'actifs qui rendent le système très fragile à long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, cela pourrait accroître la vulnérabilité à l'inflation au fil du temps, car les marchés se sont habitués à un soutien constant en liquidité. Et si l'on retire ce soutien, même progressivement, cela comporte en fait un risque considérable. Ce qui ne se produira presque certainement pas, c'est le scénario cauchemardesque que certaines personnes essaient de vendre ou de prédire en ce moment. Il n'y aura pas d'impression incontrôlée de monnaie, je ne le pense pas. La Fed ne deviendra pas un instrument de financement direct du budget. Le dollar ne sera plus délibérément sacrifié pour stimuler les exportations. La Réserve fédérale ne sera pas abolie,
malgré ce que certains coins d'Internet, certains coins de YouTube ont tendance à affirmer. La raison en est très simple. Le dollar reste l'épine dorsale du système financier mondial. Oui, sa valeur diminue. Il a perdu près de 10% de sa valeur en seulement 12 mois en 2025. Mais tout mouvement brusque ou imprudent se traduirait immédiatement par une hausse des rendements des obligations américaines, une fuite des capitaux et une instabilité financière aux États-Unis et dans le monde juste avant les élections de mi-mandat. Et donc, vous devriez vous demander, l'administration Trump peut-elle se le permettre? Et la réponse est non, elle ne le peut pas. Dans un environnement politique favorable à Donald Trump, le rôle de la Fed serait probablement complémentaire plutôt que révolutionnaire. Le programme économique de Trump repose sur les tarifs douaniers. Nous savons que son régime tarifaire est extrêmement agressif. Il s'appuie également sur des dépenses publiques plus élevées, la déréglementation et un crédit moins cher. C'est pourquoi il veut que les taux baissent aussi vite que possible, n'est-ce pas? Ainsi, la Banque centrale dirigée par Warsh aiderait simplement Trump à poursuivre son programme politique sans se concentrer excessivement sur l'économie. Kevin Warsh ne représente pas une révolution monétaire, comme je l'ai mentionné au tout début de cette vidéo. En revanche, à mon avis personnel, il incarne une continuité avec un accent différent, ce qui pourrait en réalité faire toute la différence à long terme. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau président potentiel de la Fed. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des opinions très tranchées. Vous pouvez être pour ou contre. Dans tous les cas, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci infiniment pour votre soutien. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant ou qui avez aimé, partagé et vous êtes abonné à moi sur Substack et sur Patreon. Je vous suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.